Il ne faisait pas que remplir les salles, il remplissait les cœurs. Terence Hill et Bud Spencer, c'était bien plus qu'un simple duo comique. C'était une alchimie rare, un équilibre parfait entre force brute et tendresse malicieuse, entre mandats spectaculaires et éclats de rire sincères. Ensemble, ils ont bouleversé les codes du western, exporté l'humour italien aux quatre coins du monde et fait rêver des générations entières. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Un pied cassé, un remplacement de dernière minute, et le destin s'emballe. Aujourd'hui, à 86 ans, Terence Hill lève le voile sur la naissance improbable de ce duo légendaire, sur la femme qui a changé sa vie et sur la vérité bouleversante derrière une amitié qui a défié le temps, les studios et même la mort. Si vous avez grandi en riant devant leurs bagarres de saloon, si vous avez un jour voulu conduire leur fameux buggy rouge et jaune, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour que la légende de Terence Hill et Bud Spencer ne s'éteigne jamais. Et dites-nous en commentaire, quel film du duo vous a le plus marqué? On lit tous vos messages, et certains seront mis à l'honneur dans la prochaine vidéo hommage. Quand le destin ignore encore les légendes, l'histoire n'a pas commencé dans un éclat de rire ou un échange de regards complices. Non, elle a débuté dans le silence discret d'un tournage sans importance apparente. En 1959, deux jeunes acteurs italiens encore inconnus du grand public sont choisis pour jouer dans le péplum Hannibal. Mario Girotti, le futur Terence Hill, et Carlo Pedersoli, qui deviendra Bud Spencer, apparaissent tous deux dans le film, mais jamais ensemble. Le destin les avait réunis sur un même plateau, mais pas au même moment. Ils sont filmés à des jours différents, dans des scènes sans lien. Aucune rencontre, aucun dialogue, aucun signe précurseur. Leurs noms sont noyés dans le générique, perdus dans la masse d'un casting secondaire. Ils ignorent encore que leurs visages, leurs voix, leurs gestes vont un jour incarner l'amitié, la fraternité et la comédie à l'italienne pour des millions de spectateurs dans le monde. À cette époque, Bud Spencer est avant tout un athlète accompli, nageur olympique au gabarit impressionnant, tandis que Mario Girotti, discret et studieux, enchaîne les petits rôles dans le cinéma d'auteurs italiens et allemands. Rien ne les rapproche, ni leur parcours, ni leur personnalité. Et pourtant, dans cette absence de contact, se cache déjà une ironie du destin. Car parfois, les rencontres les plus profondes ne commencent pas par une accolade, mais par un silence. Il faudra attendre 8 longues années, un changement de casting de dernière minute et un pied cassé, pour que la légende commence enfin. Un pied cassé, deux destins entrelacés. Nous sommes en 1967. L'Italie vibre au rythme des westerns spaghetti. Le réalisateur Giuseppe Colisi travaille sur son nouveau film. Dio perdona, io no. Dieu pardonne, moi non. Le casting est finalisé. Le rôle principal, aux côtés de Bud Spencer, est confié à Peter Martell, acteur charismatique à l'avenir prometteur. Mais à la veille du tournage, l'impensable se produit. Martell chute et se casse le pied. Panique, urgence. Le tournage doit commencer. Il faut un remplaçant. Et vite. C'est alors qu'on pense à un jeune acteur discret, pas encore star, mais déjà remarqué pour sa rigueur et son regard bleu perçant. Mario Girotti. Ce jour-là, en arrivant sur le plateau, il ne sait pas qu'il s'apprête à rencontrer son frère de cinéma. Je m'en souviens comme si c'était hier, confiera plus tard Terence Hill. Je suis descendu de voiture, le plateau était encore en silence. Bud était là, massif, imposant, mais avec ce regard doux. Il s'est tourné vers moi, a tendu la main et dit « Ciao, je suis Carlo ». Et à ce moment précis, j'ai su. Quelque chose avait commencé. Ils lisent leur première scène. Un dialogue banal, mais la magie opère instantanément. Une complicité silencieuse, une synchronisation naturelle. Le réalisateur le sent, l'équipe le voit, et les caméras s'en emparent. Ce n'est pas juste un duo, c'est une révélation, une harmonie rare, une dynamique parfaite entre force et malice, entre coups de poing bien chorégraphiés et regards malicieux échangés entre deux frères d'armes. Colisi, visionnaire, comprend immédiatement que ce tandem doit franchir les frontières. Il leur impose des noms américains pour séduire le marché international. Mario Girotti devient Terence Hill, en hommage aux initiales de sa mère, Hildegard Thiem. Carlo Pedersoli choisit Bud Spencer, fusion entre sa bière préférée Budweiser et l'acteur Spencer Tracy. Un accident, une intuition et la naissance d'un mythe. Tout cela à cause d'un pied cassé. Et pourtant, jamais le cinéma ne s'en remettra. Des noms inventés pour une légende bien réelle. Quand Giuseppe Colisi comprend que le duo Hill-Spencer possède une alchimie rare, il sait qu'il tient de l'or entre ses mains.
Mais pour que cette magie s'exporte au-delà des frontières italiennes, il lui faut un dernier ingrédient, l'universalité. Le cinéma des années 60 obéit à des codes stricts. Les films doivent parler aux marchés anglophones et les non-italiens, à l'époque, passent rarement les frontières. Alors Colisi prend une décision audacieuse, transformer Mario Girotti et Carlo Pedersoli en personnages internationaux. Mario Girotti devient Terence Hill, un nom choisi dans une liste de suggestions, mais pas au hasard. Terence pour la sonorité anglo-saxonne élégante et fluide, Hill pour sa brièveté percutante. Et surtout, un hommage intime aux initiales de sa mère, Hildegard Thiem, femme discrète, pilier de son enfance marquée par la guerre. Derrière ce pseudonyme se cache un lien filial, une identité nouvelle bâtie sur un amour ancien. Carlo Pedersoli, lui, opte pour Bud Spencer. Un choix surprenant et révélateur. Bud, comme Budweiser, sa bière préférée, symbole d'amitié, de simplicité, de réconfort. Spencer, en hommage à Spencer Tracy, acteur américain qu'il admirait profondément pour son humanité à l'écran. Ainsi naît un nom qui sent la poussière des saloons et les rires partagés autour d'un feu de camp. Derrière ces noms fabriqués pour séduire le monde se cachent pourtant deux âmes profondément authentiques, deux hommes sincères qui ne trient jamais, ni à l'écran ni dans la vie. Leur nouvelle identité adoptée, le duo enchaîne alors une trilogie fondatrice. Dio Perdona, Iono, 1967. I Quattro dell'Ave Maria, 1968. La Collinade de Glistivali, 1969. Trois westerns rudes, sombres, à la frontière entre le film d'action et la fresque tragique. Et pourtant, quelque chose détonne déjà. Leur énergie singulière, cette façon de jouer avec la tension dramatique en glissant des traits d'humour, un geste complice, un regard rieur. Le public sent qu'il se passe quelque chose de différent. Une graine vient d'être plantée. Et ce n'est qu'en 1970, avec un virage inattendu, que la floraison spectaculaire aura lieu. Trinita, la révolution d'un genre. L'année 1970 marque un tournant radical. Fini les regards noirs, les règlements de contes sanglants et les héros torturés des westerns spaghetti classiques. Avec On l'appelle Trinita, réalisé par Enzo Barboni sous le pseudonyme Bécluché, le genre est dynamité. Le film prend tout le monde à contre-pied. À la place d'un justicier solitaire, on découvre Trinita, un cow-boy crasseux, paresseux, au sourire moqueur, amateur de haricots blancs, qui préfère les bains à la bagarre, sauf quand il faut cogner. À ses côtés, son frère Bambino, ours mal léché, bagarreur invétéré au grand cœur. Le duo fonctionne à merveille. L'un parle peu mais frappe fort, l'autre ironise, ricane et désamorce les tensions par l'humour. Le film devient immédiatement un phénomène culturel. Le public italien, fatigué de la violence morne des westerns sérieux, tombe littéralement amoureux de cette parodie pleine de tendresse. Les enfants rient, les adultes applaudissent, les salles de cinéma débordent. Mais ce n'est que le début. En Italie, le film explose le box-office avec plus de 14 millions d'entrées. En Allemagne, il devient un classique instantané, encore diffusé aujourd'hui à la télévision. En France, il fait de Terence et Bud des stars populaires. Même aux États-Unis, marché difficile pour les films étrangers, le film trouve son public grâce à un doublage soigné et au style visuel proche de la comédie burlesque. Face à un tel succès, une suite est inévitable. Et elle arrive dès l'année suivante. On continue à l'appeler Trinita. Plus drôle, plus rythmé, plus ambitieux. Le film pulvérise les records du précédent et s'installe définitivement dans la mémoire collective. Dès lors, Hill et Spencer ne sont plus de simples acteurs. Ils sont devenus des héros transgénérationnels. Leur style unique, mêlant tendresse fraternelle, slapstick millimétré et message moral discret, touche une corde universelle. Il montre qu'on peut faire rire sans méchanceté, se battre sans haine, divertir sans sombrer dans la vulgarité. Trinita, c'est plus qu'un film. C'est une révolution douce, une parenthèse joyeuse dans un monde qui, lui, ne cesse de se durcir. Derrière la caméra, des opposés qui s'attirent. Derrière les caméras, loin du vacarme des tournages et des salons de cinéma, Terence Hill et Bud Spencer étaient aux antipodes l'un de l'autre. Et c'est précisément cette opposition, cette tension silencieuse entre deux pôles contraires, qui a rendu leur complicité à l'écran si magnétique. Bud Spencer, de son vrai nom Carlo Pedersoli, était un colosse au cœur tendre, mais surtout un homme d'exception. Sous ses airs de brute jovial, se cachait un intellectuel accompli, détenteur d'un diplôme de droit, mais aussi chimiste de formation. Il avait été nageur olympique, représentant l'Italie aux Jeux de 1952 et 1956, et avait battu plusieurs records nationaux en natation.
Mais il ne s'arrêtait pas là. Bud était aussi un compositeur de musique classique, passionné par les partitions et les mélodies, et un inventeur curieux, détenant même des brevets déposés, notamment pour des lunettes sous-marines. Il était aussi pilote d'avion, amateur d'aviation et amoureux des sciences, capable de discuter pendant des heures de physique, de mécanique ou de philosophie. Un esprit brillant logé dans un corps de géant. Terence Hill, de son côté, était l'exact inverse. Introverti, réservé, presque ascétique dans sa manière de vivre, il fuyait les projecteurs dès que les caméras s'éteignaient. Né Mario Girotti, il avait une passion dévorante pour la littérature, les textes anciens, les classiques allemands et italiens. Il lisait Goethe, Dostoïevski, Homère. Il préparait chaque rôle avec un perfectionnisme maniaque, répétant ses scènes seul tard le soir, visionnant ses prises, analysant la lumière, les angles, les mouvements. Il ne sortait jamais sans une pile de livres et un carnet où il griffonnait des pensées ou des idées de scénario. Et pourtant, malgré cette divergence évidente de tempérament, il n'y a jamais eu de rivalité. Pas un mot plus haut que l'autre. Pas une tension. Pas une seule dispute. Pendant près de 50 ans de collaboration, ils ont su préserver ce lien unique, tissé de respect et de bienveillance. Bud le résumait souvent avec cette phrase devenue légendaire. Avec Terence, on ne marche jamais sur les pieds de l'autre. C'était leur secret. Pas besoin d'être identique pour s'aimer. Il suffisait d'écouter, de respecter et de rire. Beaucoup. Ce lien rare, presque fraternel, est ce qui a permis à leur duo de durer bien au-delà des modes, bien au-delà du succès. Ils n'étaient pas seulement partenaires à l'écran. Ils étaient, dans le vrai sens du mot, des alliés de vie. Une filmographie qui évolue sans perdre son âme. Après avoir conquis le monde avec le western décalé, Terence Hill et Bud Spencer décident de changer de décor. Fini les saloons poussiéreux, les chevaux et les déserts brûlants. Le duo veut évoluer, tout en gardant l'ADN qui a fait leur succès, l'humour, l'action et l'amitié. C'est ainsi qu'ils entament une nouvelle phase de leur carrière, la comédie d'action contemporaine. Parmi les titres devenus cultes, on retrouve « Attention, on va s'énerver ». 1974, le buggy rouge et jaune, la glace à la pistache et la vanille, une série de bastons mémorables. Ce film est devenu une véritable icône de la pop culture. Deux super flics, 1977, transposant leur duo dans un commissariat floridien, entre uniformes, poursuites en bateau et dialogues absurdes. Quand faut y aller, 1983, un bijou d'autodérision où ils incarnent des agents spéciaux malgré eux, confrontés à un complot exagérément loufoque. Pieds au paradis, 1994, leur dernière vraie collaboration, où ils reviennent au western mais en version divine, dans une parabole comique et touchante. Leurs films sont alors tournés aux quatre coins du monde, Miami, Caracas, New York, Rio. Ils explorent d'autres cultures, d'autres dynamiques, sans jamais trahir leur essence. Leurs personnages évoluent aussi. Ils ne sont plus forcément frères, ni cow-boys, mais l'un reste toujours le calme rusé, l'autre le costaud grognon. Un équilibre constant, toujours efficace. En coulisses, leur relation s'étoffe. Leurs enfants se rencontrent, deviennent amis, partagent des vacances en famille. Leurs épouses s'apprécient, leurs équipes se croisent de tournage en tournage. Tout le monde le ressent. Ce qu'ils vivent à l'écran est réel. Bud le dira avec simplicité mais émotion. Ce n'était pas un jeu. Ce qu'on voyait à l'écran était vrai. On s'aimait bien. Même quand les projecteurs s'éteignaient, même quand les salles se vidaient, il restait le respect, le rire et une confiance absolue. L'adieu à Bud Spencer. Le 27 juin 2016, le monde du cinéma perd l'un de ses géants. Bud Spencer s'éteint à l'âge de 86 ans, dans sa maison de Rome, entouré des siens, dans la sérénité. Un silence pesant s'abat alors sur tous ceux qui l'ont aimé, admiré, imité. Mais pour Terence Hill, c'est bien plus qu'un collègue qu'il perd. C'est un frère de vie. Ce jour-là, Terence se trouve à Almera, en Espagne, sur le lieu même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, presque 50 ans plus tôt, pour le tournage de Dieu pardonne, moi non. Une coïncidence déconcertante, troublante, presque mystique. Quand Giuseppe, son fils, m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle, j'étais exactement là, sur cette même terre brûlante, sous ce même ciel. J'ai ressenti un frisson, comme si Bud venait me dire au revoir une dernière fois. À cet instant, j'ai compris, rien n'arrive par hasard. Aux obsèques, célébrées le 30 juin 2016 à l'église des artistes à Rome, une foule immense s'est rassemblée. Des fans venus de toute l'Europe, des personnalités du cinéma, des amis, des membres de la famille. Un cortège digne d'un roi du rire et du cœur.
Lorsque le cercueil est porté hors de l'église, une chorale entonne l'inoubliable mélodie de « Attention, on va s'énerver ». Ce film joyeux, insouciant, miroir de leur complicité. Les larmes se mêlent au sourire. Et là, Terence il prend la parole. Pas en tant que star, pas en tant que légende, mais en tant qu'homme brisé par la perte. Avec Bud, il y avait toujours de la joie. Dès notre première rencontre, il m'a dit cette phrase étrange. On ne se disputera jamais. Et il avait raison. En 50 ans, jamais un mot plus haut que l'autre. Juste de l'affection, du respect, une fraternité rare. J'ai perdu mon meilleur ami, mais je suis reconnaissant pour le voyage que nous avons partagé. Un héritage vivant. Plus qu'un duo d'acteurs, Bud Spencer et Terence y sont devenus des légendes populaires, des icônes transgénérationnelles. Aujourd'hui encore, des décennies après leur plus grand succès, leur empreinte est partout. Vivante, intacte. À Berlin, un musée Bud Spencer ouvre ses portes. On y trouve ses costumes, ses accessoires de tournage, des affiches, des vidéos inédites et surtout le buggy rouge et jaune, restauré dans ses moindres détails. Les visiteurs affluent de toute l'Europe pour retrouver cette part d'enfance et de nostalgie. À Dresde, c'est un salon de glace Terence qui voit le jour, hommage insolite mais tendre, avec des saveurs à l'image de l'acteur, douce, simple, colorée. Les clients s'y pressent pour une photo sous l'effigie du cow-boy au regard d'acier. Leur mémoire s'invite aussi dans le monde du jeu vidéo avec Slap & Bean, un BTM rétro sorti en 2017, qui permet aux fans de revivre leurs bagarres burlesques, leurs saloons en pagaille et leurs répliques cinglantes. Une suite sortira même en 2023, preuve que l'amour du public ne faiblit pas. Et puis il y a Terence, toujours là, fidèle à leur histoire, gardien silencieux de leur légende. Dans chaque interview, il évoque son ami avec pudeur mais émotion. Parfois, sur un tournage, j'entends sa voix. J'entends son rire. Et pendant quelques secondes, c'est comme s'il était encore là, juste à côté de moi. Cet héritage, ce n'est pas seulement des films. C'est une philosophie, un rappel que le cinéma peut être sincère, chaleureux, bienveillant. Un monde où deux hommes, très différents, ont su faire rire sans blesser, rêver sans tricher, et exister sans jamais se trahir. Terence Hill, l'homme derrière le mythe. Avant le mythe, il y a l'enfant. Avant Terence Hill, il y a Mario Girotti. Né à Venise en 1939, au cœur d'une Europe en guerre, il ne grandit pas sous les projecteurs, mais dans le chaos. Sa mère, allemande, l'emmène vivre à Dresde pendant la guerre. Il n'a que 5 ans lorsqu'il échappe à l'un des bombardements les plus dévastateurs de l'histoire, blotti dans les bras de sa mère. Le feu, le bruit, la peur, des souvenirs qui ne le quitteront jamais. Après la guerre, la famille retourne en Italie, à Amelia, ville natale de son père. Là, Mario retrouve la paix. Il découvre la natation, le sport, la nature. Il excelle, devient champion junior en aviron, puis médaillé en natation. Une carrière sportive semble s'ouvrir à lui. Mais le destin frappe autrement. Un jour, dans une piscine, il est repéré par un réalisateur. Il n'a que 12 ans. Il tourne son premier film. Et très vite, la caméra devient une compagne silencieuse, un miroir où il peut déposer ses blessures d'enfance et ses rêves d'adulte. À 15 ans, il suit des cours de théâtre, jonglant ses études et des tournages, joue dans des drames, des comédies, des westerns allemands, des péplums. Puis arrive 1963 et Le Guépard de Luchino Visconti. Un petit rôle, mais aux côtés de Burt Lancaster, Claudia Cardinal, Alain Delon. Le jeune Mario comprend alors la puissance du cinéma. Il veut en être. Et en 1967, tout bascule. Appelé en dernière minute pour remplacer un acteur blessé, il monte dans un train pour Almera. Il y rencontre Bud Spencer. Et sa vie change. Sur ce même tournage, il croise une jeune coach de dialogue germano-américaine, Laurie Wickelbauer. Il tombe amoureux. 2 mois plus tard, ils se marient. Une union simple, forte, indestructible. Ils auront 2 fils, Jess et Ross. Mais la vie, une fois encore, frappe. En 1990, Ross, leur fils adoptif, meurt tragiquement dans un accident de voiture. Il n'avait que 16 ans. Cette perte brise Terence à jamais. Mais il continue. Pour lui, pour Laurie, pour Bud, pour Ross. Parce que, malgré tout, la vie continue. Et que le cinéma reste son refuge. Aujourd'hui, Terence ne regarde pas en arrière avec tristesse, mais avec gratitude. Tout a commencé parce qu'un homme s'est cassé le pied, et j'ai reçu, sans l'avoir demandé, un cadeau. Un frère nommé Carlo Pedersoli, un ami nommé Bud Spencer. Ils ont prouvé que l'amitié, la loyauté et la simplicité peuvent devenir légendaires.
que même dans un monde d'illusions, certaines choses sont vraies. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour faire vivre la mémoire de ces deux géants du cinéma. Et dites-nous en commentaire, quel est votre film préféré du duo Terrence Hill et Bud Spencer? Votre réponse pourrait apparaître dans notre prochaine vidéo hommage.